Je tiens tout d'abord à saluer la présence de vos proches pour ce moment d'importance. Je remercie également l'équipe de l'École des psychologues praticiens de sa présence, qui traduit son engagement depuis votre entrée au campus de Lyon jusqu'à la remise de votre diplôme ce soir. Je profite du moment également pour remercier le BDE et le BDA de leur présence, de leur force d'organisation, ainsi que de leur créativité qui nous accompagnera lors du cocktail de tout à l'heure. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir en qualité de maître de cérémonie et de donner la parole à l'ensemble des personnes qui vont intervenir tout au fil de la soirée. Alors, après une quantité de changements, de mutations et de rééquilibrage que nous avons traversé dans le monde de la psychologie, mais également au sein même de l'école ces dernières années, je suis tout à fait rassuré et très heureux de vous voir aujourd'hui diplômé et non pas dissocié. Il est certain que de très nombreux processus déterminants vous ont permis de tenir et de survivre à cet environnement mouvant, comme ils ont pu vous permettre de transformer les apports proposés par vos enseignants en autant d'éléments qui vous appartiennent désormais et qui constituent progressivement votre identité professionnelle, et alors qui vous ont progressivement transformé. Je ne les énumérerai évidemment pas tous, parce que vous m'avez assez entendu dans vos 5 ans, mais j'en retiens un qui particulièrement, pour moi, caractérise votre promotion, en tout cas ce que moi j'en ai perçu. Dans les moments les plus confusionnants des découvertes que nous avons eu à faire ensemble, qui par certains moments ont pu être appuyés par quelques crises sanitaires ou personnelles, il m'a semblé que dans votre promotion, il y avait une identité groupale et une volonté de faire groupe qui a pu nous permettre d'être dans la souplesse, là où nous étions dans le risque d'être plutôt dans la tension. Cette adaptation groupale permet à l'individu, effectivement, de pouvoir traverser des moments de difficulté sans se plier. Il me semble que c'est un enseignement fort que nous pourrions maintenir particulièrement dans notre profession, encore plus aujourd'hui, car nous savons que cette période de mouvance n'est pas que présente à l'école, elle est tout à fait majeure dans notre métier aujourd'hui. Il s'agit donc de faire corps et de faire groupe, à la fois dans votre promotion, mais aussi dans votre appartenance professionnelle. Pour conclure, c'est avec plaisir que je vais vous proposer d'entendre les discours stimulants. Dans un premier temps, de M. Alain Blanchet, président du conseil d'administration de l'École des psychologues praticiens. Chers collègues, mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, la remise des diplômes de la promotion René Zazot, la vôtre, nous amène naturellement à rendre hommage à ce grand chercheur en psychologie différentielle. La psychologie différentielle, c'est une psychologie déjà qui date un peu. Je ne sais pas si vous avez des enseignements de psychologie différentielle. En tout cas, elle s'intéresse essentiellement aux différences interindividuelles, leurs mesures et les facteurs qui les expliquent. Par exemple, ces différences peuvent être la taille, l'intelligence, les traits de personnalité, etc. C'est ainsi que René Zazot est l'auteur d'un test d'intelligence nommé, celui-là, je pense que vous le connaissez,
l'anémie, c'est-à-dire la nouvelle échelle métrique de l'intelligence. Voilà, j'espère que vous connaissez ça. Elle-même issue de la célèbre échelle métrique de l'intelligence de Binet-Simon en 1911. Mais René Zazot est aussi l'auteur d'une thèse d'État célèbre, soutenue en 1960, qui porte sur le paradoxe des jumeaux. Cet ouvrage élicite la fonction génératrice du couple et sa portée théorique ne cesse de s'affirmer aujourd'hui, comme nous le verrons dans un instant. En effet, l'occasion nous est donnée, par le parrainage de notre promotion, de montrer que le couple, comme dyade interactive, a quelque chose à voir avec l'émergence et le développement d'une conscience de soi et avec l'effectivité des dispositifs de soins psychologiques, de psychothérapie. La conscience de soi signifie simplement que nous sommes conscients de notre réalité, conscients d'exister comme une personne autonome, et que nous sommes conscients que les autres sont aussi des personnes conscientes de leur propre réalité. Cette conscience de soi est intimement liée à notre capacité d'exprimer ce fait dans et par le langage et s'énonce dans le mot « moi ». Dans un schéma hegelien, nous dirions que le premier moment de la conscience de soi est ce que nous pourrions appeler le sentiment de soi, qui représente le moi vivant, le moi d'un animal. L'animal a un sentiment de soi, il n'a pas notre connaissance, c'est difficile à connaître d'ailleurs, il est conscient de soi. Mais la conscience de soi découle d'un désir de connaître et d'apprendre de l'autre ce que cet autre désire lui-même. Le moi ne sera pas alors simple identité ou égalité avec soi-même, mais conséquent de l'action et de l'interaction avec l'autre dans le couple fondateur de soi. Le soi étant envisagé ici comme l'objectivation du moi. Je dis je me lave les dents, le je c'est le moi, et le me c'est le soi. C'est ce qui est en quelque sorte lavé. Le rôle décisif de la communication mère-enfant dans l'émergence de ce moi est clairement établi par les nombreuses études cognitives, sociales, psychodynamiques, etc. Mais l'activité des enfants avec leur père, frère, sœur ou ami joue également un rôle crucial dans cette construction de soi. Vous me direz, si on n'a pas de frère, pas de sœur, pas de... Ainsi, l'interaction qui confronte un enfant à un autre enfant a fait l'objet de recherches notables, en particulier dans des activités de jeu, d'élaboration commune, de solution de problèmes. Par exemple, on s'est beaucoup intéressé à l'avènement de la conscience de soi et de l'autre dans le développement de l'enfant. Tous les étudiants ici présents connaissent ces recherches sur l'émergence de la capacité des enfants à penser la pensée d'un autre dans des situations de jeu. Si j'étais à une émission de radio, je savais comment ça. Bon, mais on n'est pas. Donc, ces situations expérimentales sont dites de fausses croyances, de transferts inattendus. L'étude Princeps, la première, consiste à confronter un enfant, petit a, à la scénette suivante. Il voit un autre enfant, petit b, qui dépose un chocolat à un certain endroit, puis s'absente de la scène. En son absence, petit a voit quelqu'un qui prend le chocolat que B avait laissé à un endroit et le déplace pour le poser à un autre endroit. On demande à l'enfant petit a où B va-t-il chercher le chocolat. Jusqu'à l'âge de 4 ans, la plupart des enfants disent que B va chercher le chocolat où on l'a déplacé en son absence et non où B l'avait mis et donc où il pensait le trouver. L'enfant petit a, dans ce cas, n'attribue pas à B une représentation
représentation mentale différente de la sienne. Cette situation de fausse croyance nous informe sur la capacité des enfants à se décentrer de leur point de vue pour prendre celui d'un autre. Si ces enfants ressentent un sentiment de soi, ils n'ont pas encore conscience de soi. Celle-ci impliquerait qu'autrui soit reconnu comme ayant des croyances différentes des siennes propres. En 1978, David Premack, un spécialiste d'éthologie, avait déjà nommé cette capacité théorie de l'esprit. Il travaillait sur les chimpanzés et se demandait dans quelle mesure les chimpanzés pouvaient penser la pensée d'autrui. Or, on observe que le fait d'avoir des frères et sœurs favorise l'émergence d'une théorie de l'esprit plus précocement que chez les enfants qui n'en ont pas, les frères et sœurs. Comme le note Eddie Venetiano, spécialiste, l'interaction dans la fratrie permet de réfléchir sur les états internes d'autrui et de mieux prendre en compte les pensées et projets d'autrui. On a observé que ces enfants, entourés de frères et sœurs, argumentent fréquemment leur point de vue en prenant en compte celui du frère ou de la sœur. Mais on a également montré que les disputes fraternelles dans lesquelles l'enfant utilise des arguments, ces arguments prennent en compte le point de vue de l'autre lors de la résolution de conflits. Et ceci était positivement associé dans ce type de tâche qui consiste à jouer avec du chocolat. Un auteur a même ironisé sur ce fait en écrivant « La théorie de l'esprit est contagieuse. Vous pouvez l'attraper avec vos frères et sœurs. » En fait, l'ensemble des études sur la question donne des résultats assez robustes. Ça veut dire que c'est réplicable, robuste. On constate que le nombre des frères et sœurs, la catégorie socio-professionnelle des parents et les modes de communication des parents sont des facteurs qui favorisent la capacité à penser d'autrui. Si j'insiste là-dessus, c'est que c'est vraiment la base, le fondement même de la psychologie, ça. Mais qu'en est-il des jumeaux? Ah, voilà. On n'observe aucune différence pour les jumeaux avec les autres fratries dans les tâches de fausses croyances comme la localisation du chocolat. La situation des gémellités en psychologie du développement constitue un paradigme notable, très étudié sous de nombreux aspects. Lorsqu'on appartient à une promotion d'école de psychologues praticiens qui porte le nom éminent de René Zazot, on a certainement lu son ouvrage fondamental, donc issu de sa thèse d'État élaborée sous la direction de Jean Piaget. Rien que ça. Qui s'appelle Les jumeaux, le couple et la personne, dont nous avons parlé en introduction. Ce travail remarquable part d'un certain nombre d'observations faites à la fin du XIXe siècle par Francis Galton, l'un des premiers aussi psychologues. Celui-ci avait pour objectif de déterminer la part héréditaire, nous dirons génétique maintenant, et la part acquise par apprentissage dans le développement de la personne, l'intelligence, les traits de caractère, etc. La méthode des jumeaux, inventée par ce chercheur, consiste à effectuer deux types de comparaisons. C'est une méthode très classique. Première comparaison, une population de jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qui sont issus de la division d'un seul ovule fécondé, élevés ensemble, et une population de jumeaux toujours monozygotes élevés séparément. On cherche ainsi à montrer l'influence du milieu. Seconde comparaison, une population de jumeaux monozygotes élevés ensemble et une population de jumeaux dizygotes, donc issus de deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes différents, élevés ensemble. On cherche ainsi à montrer l'influence du facteur génétique. Au début du XXe siècle, les résultats concernant par exemple le quotient intellectuel, le rapport entre l'âge réel et l'âge mental, ont montré que la différence entre les jumeaux monozygotes élevés ensemble était en moyenne de 5 points de QI et entre ceux élevés séparément de 12 points de QI. Je passe là-dessus, ça permet de calculer en quelque sorte en faisant quelques différences et une soustraction, quelle est la part génétique et héréditaire. Mais en 1943, dans une lecture à l'Académie de médecine, René Zazot remarque que des jumeaux dont la dominance latérale est inversée, bien qu'élevés conjointement, évoluent dans un milieu dissemblable pourtant. À ce moment, il observe chez les jumeaux nourrissons les manifestations de leur vie à deux, leurs interactions. En
En 1948, selon son expression, il largue le modèle galtonien et se forme l'image du couple gémellaire en le confrontant au couple conjugal. À ce moment, l'une des directrices de ses travaux est assurément, je cite, l'efficace du couple dans la formation de la personnalité féminine. C'est le paradoxe à l'origine du travail de recherche de Zazo. Au lieu de considérer que le développement de l'enfant est dû à seulement deux facteurs, l'hérédité et le milieu social, Zazo introduit un troisième facteur qu'il appellera le couple. Le couple est un creuset d'interaction intense qui accroît la capacité des enfants à se distinguer et à conquérir leur autonomie et leur liberté. En 1973, Sandra Canter confirme ce paradoxe dans une étude qui compare des jumeaux monozygotes séparés à des jumeaux monozygotes non séparés. La chercheuse mesure alors les caractéristiques de personnalité de chaque jumeau au moyen de tests appropriés, puis ensuite fait des corrélations entre ce que disent les jumeaux frères, les uns et les autres, et elle montre, c'est assez surprenant, que la corrélation à l'item extraversion entre des jumeaux séparés est de 85%, alors que la corrélation entre les jumeaux non séparés est de 29%. Autrement dit, ça veut dire que, on pourrait dire ça dans ce sens-là, alors que l'on pourrait s'attendre à ce que la vie en commun des jumeaux augmente la ressemblance entre eux, on constate que la vie en commun diminue cette ressemblance et que la vie séparée opère selon un schéma inversé, elle augmente la ressemblance des jumeaux. Ah, c'est bien ça, c'est intéressant. On a montré que les épreuves de théorie d'esprit, dans les épreuves de théorie d'esprit, on parlait tout à l'heure, que la présence des frères et sœurs favorise le développement de la conscience de soi, corrélée à la reconnaissance de la conscience autonome d'autrui. On constate maintenant que la séparation des jumeaux maintient en chacun une identification primaire à l'autre jumeau qui crée une conformité enquistée et durable, alors que la vie commune des jumeaux développe une différenciation et une autonomie de chacun qui s'observe dans leurs traits de personnalité distincts, clairement distincts. Le couple est donc un formidable dispositif de construction de la conscience de soi, ce que Aron et Norman nomment l'expansion du soi. Cette expansion du soi s'atteint par le biais d'une relation intime de qualité. Les auteurs développent un modèle particulièrement pertinent qui soutient que les relations de couple en général, les couples mariés, les conjoints, etc., constituent l'une des principales sources de croissance et de développement des êtres humains. Je renvoie à l'ouvrage très fouillé et documenté, épais, 650 pages, qui s'appelle, publié en 2017, Les fondements de la psychologie du couple. On a presque fini. Qu'il s'agisse du couple gémellaire, couple fraternel, couple amical ou couple conjugal, leur pouvoir d'élaboration de la pensée sur soi et sur autrui dont découle notre liberté fondamentale. Le couple a cette propriété d'engendrer le mouvement de l'âme, notion chère à Yann Patochka, je ne sais pas si vous connaissez, un immense philosophe qui a été tué en 1956 par l'invasion russe. L'âme se meut d'elle-même en tant qu'elle comprend. Très jolie phrase. Cette caractéristique est particulièrement saillante dans le couple formé par le thérapeute, psychologue et son patient. Voilà. Ce couple composé de deux instances si différentes, l'une en demande d'aide et l'autre en abstinence de réponse immédiate, développe une relation intense de confiance consentie qui crée le soutien nécessaire au processus d'élaboration et guérit des maux de l'âme. Rien de mystérieux dans le colloque singulier qui s'établit dans une psychothérapie. Il s'agit bien des propriétés remarquables du couple, comme celles étudiées par René Zazo, qui sont élicitées et qui conduisent au mieux-être du patient, comme l'énonce Ludwig Binswanger, encore quelqu'un que vous connaissez sûrement. La possibilité de la psychothérapie ne repose pas sur un secret ou sur un mystère, comme on pouvait l'entendre, en somme sur rien de nouveau ou d'inhabituel, mais au contraire sur un trait fondamental de la structure de l'être homme en tant qu'être dans le monde, l'être avec et pour l'autre. Je vous remercie et je souhaite à nos étudiants et étudiants un avenir radieux.
constate qu'on a subtilisé mon programme. Je le garderai avec moi. Merci beaucoup de ces abords sur la conscience de soi qui seront certainement à méditer, d'autant que cette notion de couple et de lien vient rejoindre ce que nous disions tout à l'heure du groupal. Et j'invite maintenant M. Christian Hellon, directeur de l'école de psychologue praticien, à me rejoindre et je vous laisse la parole. Il y a une résonance un peu d'église, non? Ça donne de la solennité, vous êtes très belle. Chers diplômés, ES, chers diplômés sans E, chers consoeurs et chers confrères, devrais-je dire, car en effet, vous voici devenus mes collègues et successeurs par la grâce de ce diplôme que l'école de psychologue praticien va vous remettre solennellement ce soir. C'est un événement unique pour vous, une consécration, un adoubement, un passage, aimé-je à dire, en référence à Michel de Montaigne, dont les essais, écrit-il, ne peignent pas l'être, mais le passage. Ce moment est aussi un événement pour moi. Non pas unique, puisque j'espère bien remettre encore à plusieurs reprises, dans les années qui viennent, de nouveaux diplômes de psychologues aux actuels étudiants de l'école de psychologue praticien, lorsqu'ils seront à leur tour devenus vos propres successeurs. C'est le cycle des générations qui, comme celui des saisons, des liturgies ou des rythmes universitaires annuels, vous savez, rentrée, cours, examen, jury, vacances, rentrée, cours, examen, jury, vacances, hésite entre familier retour de la routine et surgissement espéré ou redouté de l'inattendu. Tristan Le Charenton nous a rappelé que vous avez été servi en inattendu ces dernières années. Certes, ce diplôme est pour vous tout, sauf inattendu. Non que vous l'ayez attendu passivement, comme on attend une heureuse surprise ou un train, sans oser l'espérer. Vous avez au contraire tout fait pour le mériter et l'obtenir. Vous avez, pour ce faire, su déjouer et surmonter les multiples obstacles que l'école, la réalité, les pathologies de vos patients, les problématiques institutionnelles, administratives, sans oublier ni les aléas de vos vies affectives, amoureuses ou familiales, ni les célèbres normes APA, se sont ingéniés à dresser entre vous et cet obscur objet de votre désir que sont peu à peu parvenus à constituer pour vous et ce diplôme et le titre de psychologue auquel il ouvre. Il est au contraire tout à fait inattendu pour moi de vous remettre ce diplôme ce soir. Il y a encore un an, je ne m'attendais pas à succéder à Jacques Arène comme directeur de l'école de psychologue praticien. J'en profite pour excuser son absence parmi nous. Il a tenu à vous présenter et nous présenter ses excuses ce soir, de même que celle de notre secrétaire général, Renaud Marteau. Vous êtes, je pense, la promotion avec laquelle l'un et l'autre ont débuté leur fonction à l'école de psychologue praticien. Mais ce que cette remise de diplôme a pour moi unique, c'est qu'elle est non seulement la première en tant que directeur de l'école de psychologue praticien, mais aussi que le nom de votre promotion, que votre promotion porte le nom de René Sazo. Alors je ne vais pas reprendre le brillant exposé de notre président Alain Blanchère, rassurez-vous, mais je vais simplement vous faire part d'un morceau d'histoire. Or Sazo, qui est en quelque sorte votre patron, fut le patron de thèse de Pierre Tappe, qui fut co-directeur de ma propre thèse. Voyez la filiation,
et la belle histoire de cette succession de 4 générations de la psychologie française. Zazo, qui travailla notamment sur les jumeaux, je ne reviens pas encore une fois sur l'exposé, il n'y aura pas pour une fois d'examen à l'issue de cette soirée. Zazo, qui travailla notamment sur les jumeaux, inspira à Pierre Table, professeur à l'université de Toulouse-Le Mirail, devenu Jean Jaurès, ses travaux fameux sur l'identité. Quoi de plus troublant, en effet, du point de vue identitaire, qu'avoir une sœur ou un frère identique à soi-même? Tu as développé tout cela, évidemment. Enfin, identique à un iota près, comme l'écrit Daniel Pénac dans un roman qui s'intitule « Le dictateur et le hamac » et qui parle de cette gémellité forcée entre l'horrible Adolf Hitler et le merveilleux Charlie Chaplin dans le film « Le dictateur ». Je vous recommande cette lecture, maintenant vous pouvez lire autre chose que de la psychologie. Je digresse un petit peu pour remercier les musiciens du bureau des étudiants et je voulais vous dire, puisque je viens de vous inviter à lire des romans dans lesquels on peut apprendre de la clinique aussi, qu'il est important d'être psychologue, mais de ne pas être que psychologue, d'être totalement psychologue, mais pas que, de faire de la musique ou de la cuisine, ou des enfants, ou des voyages, du bricolage, ce que vous voudrez. J'en reviens à TAP, qui a été inspiré par René Zazo, puisque la génialité, c'est avoir une sœur ou un frère identique à soi-même à un iota près. Et c'est dans ce iota que se joue la singularité de chacun, tu viens de le démontrer. C'est dans ce iota que se déploie la psychologie, ce qui nous singularise. Pierre Table développa alors le concept d'identisation, non pas l'identité fixe et identique à elle-même, mais le processus identitaire constant fait d'altérité et d'ipséité. L'identité comme histoire, ou mieux, comme narration de soi. Bref, non pas l'être, mais le passage. Et voilà comment Pierre Table inspira à son tour mes propres travaux sur les aménagements identitaires au fil des âges de la vie adulte. Et me voici à vous passer le relais, alors même que vous franchissez un cap de votre propre vie adulte. Lors de notre soirée consacrée au quart de siècle de l'implantation lyonnaise de l'école des psychologues praticiens, notre collègue Albert Sicone de l'université Louis Lumière Lyon 2 nous rappelait que ce cap est non pas une fin, mais un début. Le début de la constitution de votre nouvelle identité de psychologue en titre. J'espère que cette profession, que l'exercice de cette profession, qui constitue l'essentiel de ma vie, que j'ai voué à son exercice et à sa transmission, vous apportera sans cesse un intérêt renouvelé pour votre travail, ce qui est aujourd'hui, forcé de le constater, denrée rare, avoir un intérêt renouvelé pour son travail. J'espère aussi que vous mettrez votre honneur professionnel, qui est aussi le nôtre, psychologue, à accompagner les blessures des uns et les souffrances des autres, à nourrir la circulation des connaissances sur la psyché humaine et à atténuer, autant que faire se peut, la brutalité du monde. Vous félicitant pour votre réussite, je remercie aussi l'ensemble des équipes de l'école de psychologues praticiens, enseignants-chercheurs, chargés d'enseignement, équipes chargées des stages et de leur supervision, des directions de mémoire, de l'internationalisation de vos études, de nos bibliothèques, de l'accueil et des divers services administratifs, sans oublier le service communication qui a organisé cette cérémonie. Je vous souhaite enfin de faire bon usage de ce diplôme.
Merci à vous. Merci beaucoup. Et enfin, j'invite Madame Anne Fontane, directrice des enseignements et de la vie scolaire sur les campus de Paris et Lyon. Merci Christian. Bonsoir à tous et à toutes. Je commence par les parents. Chers parents, chers invités, mais surtout, quand même, chers collègues. Je change un petit peu de ma casquette de côté, de directrice des enseignements et de la vie étudiante, pour devenir enseignante quelques instants, parce que quand on dit chers collègues, ça suppose que vous avez pensé à vous inscrire à l'ARS. Et peut-être que vous avez lu aussi le livre de Zazo, mais ça c'est une autre histoire. Plus sérieusement, je vous félicite chaleureusement pour cette réalisation. On se sent ce soir un peu comme les gardiens de la porte que vous franchissez. Après 5 années de dur labeur, vous atteignez votre rêve, celui de devenir psychologue. Et je suis honorée de me tenir devant vous aujourd'hui pour célébrer cette occasion spéciale, la remise de vos diplômes. Vous avez consacré 5 années de votre vie à étudier les aspects complexes de l'esprit humain. Vous êtes maintenant prêts à mettre ces connaissances en pratique en aidant les autres à surmonter leurs difficultés et à atteindre leurs objectifs. Il s'agit d'un jalon important de votre parcours de vie. Il est maintenant temps pour vous de reconnaître les qualités qui vous ont conduit jusqu'ici, notamment la ténacité, et aussi de remercier vos proches pour leur soutien. Pensez à tous ces moments où ils vous ont moralement soutenu, sans parler du soutien matériel, et pensez à tous ces instants où, faisant vos premières armes, où vous êtes peut-être, exercé sur eux. Vos parents, vos amis, vos amoureux, en les analysant sous tous les angles, peut-être parfois aussi sans trop les ménager. Ils vous ont certainement trouvé pénible, mais ne vous ont pas laissé tomber. Je vous encourage à continuer à vous former à la relation et au plus récent développement et recherche de votre domaine, car il s'agit de notre obligation déontologique en tant que psychologue. Je vous souhaite une belle carrière et surtout, tenez-nous au courant des belles contributions sociales que vous ferez tout au long de votre chemin. Félicitations à tous et à toutes. Et maintenant, puisque vous devenez progressivement et assez sérieusement des anciens, il nous semble tout à fait central de pouvoir vous présenter ou vous représenter pour certains Madame Caroline Olivier, vice-présidente d'Alumni. Bonsoir à tous, membres de la direction, de l'administration, professeurs, parents, proches, et surtout à vous, les diplômés de la promotion Zazo, pour qui la cérémonie de ce soir vient clôturer en beauté 5 années à l'EPP. Petit retour en arrière, octobre 2018, j'étais à votre place, la toge en moins, à mon grand regret. Ce soir, j'ai l'honneur d'avoir été sollicitée pour la 4e fois afin de vous présenter et de représenter l'association des anciens élèves, le PP Alumni, à laquelle vous appartenez donc de droit, sans nécessité de cotisation, grâce à l'obtention du précieux sésame, le diplôme. Assister à cette cérémonie, c'est toujours source d'une émotion
Notre directeur l'a dit, c'est un moment clé, unique pour vous, qui intervient un peu comme un rite de passage, marquant la transition entre le statut d'étudiant et celui de psychologue. Avant de vous parler un petit peu de l'association, des différents services proposés, j'avais envie de vous partager une réflexion qui m'est venue sur un sentiment qui vous a peut-être déjà traversé ou risque de vous traverser bientôt. C'est la question de la légitimité, ou plutôt le sentiment d'illégitimité. Retour en arrière lors de mon premier discours, je me suis demandé qui j'étais après un an de diplôme pour venir parler lors d'une cérémonie. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce que je vais réussir à tout dire? Est-ce que ça va être intéressant? Je dois bien m'habiller, arriver avec un discours rédigé de A à Z. J'avais même noté les temps de silence sur ma feuille. Et puis j'avais décidé de faire un acrostiche sur les lettres alumni pour faire quelque chose de créatif. L'année d'après, je me suis rendu compte qu'en fait les discours étaient surtout plus intellectuels. Il fallait mettre des citations, des références. Donc ni une ni deux, j'ai essayé de faire des recherches et de faire quelque chose un peu plus intello. La fois d'après, je me suis rendu compte aussi que finalement, ce qui faisait rire les étudiants, c'était le discours des majors. Donc il fallait mettre des anecdotes et des blagues. Donc là, je me suis dit, ok, pas le choix, il faut que ce soit intelligent, profond, informatif et drôle. Et puis cette année, je rentre le week-end dernier d'un voyage à l'autre bout du monde et je me rends compte qu'en fait, c'est dans 3 jours, que j'ai rien préparé et finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup moins de pression. Forcément, je ne vais pas vous mentir, je suis petit, donc ça m'interroge. Comment ça se fait que cette année, plus rien? Là, je me suis rendu compte que finalement, ce petit problème d'anticipation anxieuse, il était plutôt lié au fait que je me positionnais vis-à-vis d'une évaluation subjective que je faisais de la pertinence des discours des autres, sans même me demander ce que moi j'avais envie de vous dire. Et je me suis dit que finalement, la légitimité, le sentiment de légitimité, c'était simplement le fait de se penser à la bonne place et en empruntant un petit peu à la justice, d'être dans son bon droit. Alors en ayant été invité par les organisatrices de cette jolie soirée et en ayant envie de vous partager les actions de l'association pour vous donner envie de faire partie de ce réseau de collègues, je peux dire que oui, je me sens légitime aujourd'hui. Alors rassurez-vous, si la recherche d'emploi ou la prise de poste génère ce type de vécu, interrogez-vous plutôt sur la place que vous avez envie de prendre, dans laquelle vous allez pouvoir déployer toutes vos ressources, continuer d'enrichir vos pratiques par l'expérimentation, et non sur celle que Pierre, Paul ou Jamel ont pu prendre avant vous. Maintenant, je vais parler un petit peu de ce qu'on fait au sein de l'association quand même, en essayant de ne pas trop détailler, juste pour vous donner envie de rejoindre le réseau. Le BP Alumni, d'abord, c'est posséder un annuaire qui est disponible sur le site, tout simple, ppalumni.com. On est également en lien avec le site Websy, qui est un annuaire qui référence les libéraux issus de l'école de psychologue praticien gratuitement. Donc que vous soyez vous-même installé ou que vous soyez à la recherche de quelqu'un vers qui orienter des patients, n'hésitez pas. Les offres d'emploi sont publiées très régulièrement sur le site et vous pouvez vous-même déposer vos CV en indiquant quels sont vos souhaits ou est-ce que vous êtes en veille ou bien en recherche active. Tous les lundis, je suis présente à l'école et je tiens une testothèque, ce qui vous permet d'emprunter des tests comme l'OBIS ou la VAES gratuitement. Donc n'hésitez pas à me communiquer vos besoins si vous en avez. Vous aurez aussi la possibilité de rejoindre, toujours gratuitement, des groupes d'intervision, cliniques, RH, mixtes, en présentiel ou en distanciel. N'hésitez pas à vous en saisir, c'est quand même une belle ressource. Évidemment, il y a aussi des choses un peu moins formelles, des soirées, des after-work, des masterclass, des conférences, des tables rondes. Il y a également des groupes de réflexion sur des sujets d'actualité, comme la création d'un ordre ou bien le remboursement des consultations. Et puis, je sais qu'une bonne partie d'entre vous l'a déjà rejoint, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, le groupe privé, en mentionnant vos noms, prénoms et en remplissant les petites questions, parce que sinon, la demande ne sera pas validée. Pour accéder au site internet, vous avez déjà un compte qui est créé, qui est associé à votre adresse mail Psychoprat. Si jamais vous ne l'utilisez pas, n'hésitez pas à retourner sur le site et à faire mot de passe oublié pour qu'on génère une nouvelle activation du compte. Et puis enfin, vous êtes évidemment invités à prendre part à tous ces événements, à tous ces dispositifs, mais si l'envie vous en dit aussi de vous investir un peu plus dans l'association, que ce soit ponctuellement pour organiser une soirée, un événement, ou un peu plus sur la durée, n'hésitez pas à vous manifester.
La chose la plus importante à retenir ce soir, c'est l'adresse mail pour me contacter, c'est ancienlyon@psycho-prat.fr. Je vous souhaite une très belle soirée, festoyez bien autour de ce beau cocktail qui vous attend ensuite. Profitez de votre gala aussi la semaine dernière. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Très subtilement, Caroline Olivier a introduit la suite de notre soirée de remise de diplôme, puisque nous en arrivons maintenant à ces interventions des majors de promotion. Dans un premier temps, j'appelle Louis Solal. Bonsoir à tous. Eh bien, je vais commencer mon petit discours. En fait, on a choisi avec Tiffany de faire un discours commun. Comme vous le savez, on était toutes les deux dans le master clinique. Et voilà, donc je vais commencer à parler de la clinique. En fait, on s'est vraiment destiné à écouter la vie psychique des autres, mais aussi la nôtre. C'est un travail qui peut être vraiment harassant, dégoûtant, stimulant. Qu'est-ce que ça nous fait aujourd'hui de nous retrouver? C'est la fin méritée, attendue, ou même peut-être redoutée. La fin, les limites, c'était justement le nom de mon option clinique des situations limites. À l'EPP, au début, je ne me suis pas sentie comme un poisson dans l'eau. Issue de cursus différents, je voyais les contraintes, les limites de l'école. Un entre-soi bourgeois, des matières éparpillées, des méthodes d'enseignement un peu trop scolaires. J'ai passé certains rattrapages, je me sentais un peu à l'écart. Puis les années ont passé. J'ai pris de la maturité, qui est celle qui permet de transformer les limites que l'on perçoit en une force créative interne. Les cours se sont spécifiés, ils étaient plus souvent au plus proche de nos réalités de stage. J'apprenais, je découvrais et j'évoluais. Ma vocation se confirmait un petit peu chaque jour. La promotion même, elle-même était en mouvement. Ses étudiants, ses pensées, ses professeurs. Découvrir, apprendre la clinique, j'étais à la bonne place. Maintenant, nous voici tous ici psychologues. Dis l'EPP, quand reviendras-tu? Dis, au moins, le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Oui, c'est bien l'heure de se quitter aujourd'hui. Toute séparation peut mettre en crise puisqu'elle renvoie aux ruptures antérieures, notamment affectives. Elle nous ébranle, elle nous fragilise. On est comme psychologue avec le diplôme, mais c'est vraiment maintenant qu'on va devoir se mettre au boulot. Donner notre propre patte à la profession. En quelque sorte, on est à nouveau. Je laisse donc la place à Tiffany, camarade de l'option enfants et adolescents. Bonsoir, je suis vraiment très intimidée d'être là. Je pense que j'aurais préféré avoir un bâton télescopique et parler du système limbique. On va y aller. Mes chers ados, quelle fierté d'être réunis ce soir. Quelle joie d'avoir partagé avec vous ces quelques années et fait honneur à René Zazou par l'installation entre nous d'un climat bienveillant et de relations, pour ainsi dire, fraternelles. Quel bonheur enfin d'être ici devant vous pour représenter la spécialité clinique enfants-adolescents. Louise a commencé à le dire, le diplôme est tout autant une fin et une séparation qu'un début, un commencement. Pour représenter notre spécialité, j'ai donc décidé de vous parler de naissance et de périnatalité. Depuis le mémoire cet été, nous avons pris nos premières respirations en tant que psychologue. Nous faisons, comme l'expression le dit si bien, nos premiers pas dans le monde du travail. C'est véritablement ce diplôme qui nous fait naître dans la peau du psychologue, officiellement, qui marque cette nouvelle naissance au sein de la profession et qui nous donne accès aux nombreux apprentissages
qui ne peuvent se faire, nous le savons tous, qu'en dehors du cadre académique. C'est aujourd'hui que le vrai travail commence. Il va nous falloir apprendre à tenir en équilibre, à marcher, à trouver notre posture dans les chaussures de psychologues que nous sommes devenus. Nous ne soufflerons pas de bougie aujourd'hui, puisque la tradition veut qu'une bougie représente une année, mais cette célébration marque avec fracas notre entrée dans un nouvel âge de notre vie et dans le corps des psychologues. Toute la famille, j'entends par là la direction, l'administration, les professeurs, les amis et membres de nos entourages qui nous accompagnent, toute cette grande famille est réunie aujourd'hui pour assister à notre naissance, notre entrée dans ce monde. Après nous avoir accompagnés, préparés, fait grandir et madurer pendant 5 belles années, voici enfin le temps de couper le cordon, d'assister à notre envol, de quitter le nid, de nous voir éclore, bref, vous l'aurez compris, toute métaphore de la naissance. Dans cette fébrilité qui caractérise les moments d'émotion, les séparations et les commencements, le temps est venu pour moi de vous souhaiter, mes chers, un très joyeux anniversaire. Je nous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle vie qui démarre, la santé, psychique, pourquoi pas, et physique aussi, parce que ça fait pas de mal. Je nous souhaite surtout de trouver en nous et entre nous la force et la créativité pour avancer sur la voie des psychologues et réaliser nos projets les plus fous. Merci pour votre écoute et pour ces années d'entraide, de joie et de travail sur soi. Encore un très joyeux anniversaire. Et enfin, parce que nous avons beaucoup entendu parler des spécialités cliniques, j'appelle maintenant Emma Langlois. Bonsoir, je suis honorée de pouvoir prendre la parole ce soir. C'était pas si facile de savoir sur quoi je voulais revenir en quelques instants après 5 belles années étudiantes qui sont passées très vite. 5 années qui m'ont mis au travail, qui nous ont tous, je pense, mis au travail pour devenir psychologue. Par là, j'entends que nous avons appréhendé de nouvelles manières de penser, appris à composer avec des courants théoriques parfois contradictoires, consistant à travailler seul, en binôme ou en groupe, à se rencontrer aussi dans l'altérité, se confronter à la pratique, en apprendre sur les autres, sur soi, sur nous. Écouter, se remettre en question, des dossiers, des exposés, des partiels, un mémoire, des stages, des supervisions. Ça n'a pas toujours été facile. Alors merci, merci pour l'ambiance de camaraderie bienveillante durant ce cheminement. Et merci plus particulièrement à la promotion RH, entreprise ou psycho du travail, quel que soit notre nom, car nous sommes les premiers. Pauline, Juliane, Emma, Aliénor, Jeanne, Armand, Clément et Leslie. Nous avons été une promotion joyeuse, soudée et curieuse. Je suis fière de chacun de nous pour la réussite que représente l'obtention du diplôme et j'ai une pensée particulière pour ceux qui y œuvrent encore. J'espère pouvoir encore partager des moments avec vous dans la vie. Soyons fiers de nous tous, clinique ou RH. Continuons à nous construire professionnellement et humainement à travers nos rencontres, nos expériences et notre travail. Et surtout, profitons de cette belle soirée, de ces instants. Bravo à tous et merci pour ces minutes qui m'ont été accordées. Et nous y sommes, le moment de la remise de diplôme. Alors simplement pour que nous soyons tous d'accord sur une chose, il y a une marche au centre de l'estrade et pas à côté. Essayons de ne pas nous pousser, il y en aura pour tout le monde. Après la réception de votre diplôme, je vous invite à aller en loge où il y aura un photographe pour immortaliser le moment. Voilà. Alors c'est une nouveauté pour moi, l'appel, comme vous le savez. Soyez indulgents. Dorine Aractini.
Julie Bechetov. Manon Berthier. Clotilde Deblin qui n'a pas pu venir. Anaïs Boileau qui n'a pas pu venir également. Emma Boiza. Constance Bouchard. Zoé Boulanger. Clément Charbonnier. Antoine Chauvet. Alexandre Chamel. Lise Chilotti. Roxane Corsial-Mouret. Léo Didlot qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Héloïse Doll. Carla Dominguez qui n'a pas pu venir également. Pauline Péron. Johan Franck. Léa Frise. Léa Gourou. Manon Grave. Alénor, une des pointes. Lucie Joubert qui n'a pas pu venir. Pauline Labonne. Emma Langlois. Juliane Leplomb. Dominique Nouvel n'a pas pu venir également. Vincent Lucchini. Maëlle Moulard. Tiffany Bourgeois. Maëlys Parsereau. Il n'a pas pu venir. Blanche Peters. Lou Pontic. Léa Poulet. Serban Quesada. Madeleine Rafara.
Lola Ramadier, Sarah Ricci, Pauline Rive, Sophie Robert, Aude Bossigny, Manon Roussel, Margot Roy, Oriane Ruinet, Ninon Solinac, Louise Sodal, Amélie Thibou, Lara Trochu, Thelma Juliana, Lucie Valérie, Benjamin Viera, Hélène Van Font-Saki, Estelle Guadou, et Jade Villon. Je pense avoir oublié personne, alors simplement après la photo, me semble-t-il que les diplômés vont passer au milieu pour faire une photo dans l'espace derrière nous. Donc si on peut attendre quelques minutes avant d'investir le cocktail, ce serait énorme. Merci beaucoup. Juste un petit dernier mot avant de vous retrouver dans l'espace cocktail. La symbolique de la toge et de la tenue m'a fait songer à ce qu'a dit Louise avec l'idée de la renaissance. C'est une sorte de chrysalide et je vous en félicite. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos applaudissements et pour votre accompagnement de tous ces jeunes collègues qui honorent notre école. Merci encore.